Szanowni Państwo, wielka chwila. Bernard Minear w Polsce po raz trzeci. W końcu udało mi się z nim spotkać i porozmawiać, a skoro w Polsce, no to pierwsze pytanie musi być zdecydowanie o Witolda Gombrowicza i o tym, dlaczego Bernard go czyta, dlaczego go lubi, więc od razu. Witam Bernard, hello. Hello. Bonjour. Dzień dobry. Dzień dobry, bonjour, uprzejmości wymienione. Więc Bernard, co takiego jest w Gombrowiczu, że Cię zafascynowało? Au fond, j'ai découvert Gombrowicz très jeune. Gombrowicz était un auteur très populaire en France, en particulier auprès de l'intelligentsia. Et je l'ai découvert, j'avais 17-18 ans. Et Ferdi-Durk a été un choc absolu. Cette histoire d'adultes qui deviennent des adolescents, qui régressent, ça m'a fasciné et je trouvais que ça correspondait totalement à la société de l'époque. Alors quand je dis que j'avais 18 ans, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je trouve que c'est encore plus vrai. On est dans une société où les adultes, très souvent aujourd'hui, ne sont pas complètement sortis de l'enfance. En tout cas, c'est mon point de vue. Une société qui est assez régressive par certains côtés. Et je trouve que Gombrowicz, l'image qu'en donne Ferdi-Durk est plus valable que jamais. Jak to się stało, że po 25 latach bycia celnikiem zostałeś pisarzem? To dosyć nietypowa droga kariery. Au fond, j'ai toujours écrit. J'écris depuis que je suis en âge d'écrire, depuis que j'ai une dizaine d'années. Et la question, c'est plutôt pourquoi j'ai été publié si tard. Et en fait, c'est une rencontre. La vie, c'est souvent des rencontres. J'ai rencontré un monsieur qui a lu les premières pages de Glacé, qui a trouvé ça formidable et qui m'a convaincu de continuer, d'aller au bout et de proposer ça à des maisons d'édition. Ce que j'ai fait, j'ai donc envoyé mon manuscrit par la poste aux grandes maisons d'édition et très vite j'ai eu des retours positifs et ensuite tout s'est enchaîné. Donc voilà, des fois je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça avant. Kim był ten człowiek? C'était un vieux monsieur qui était un spécialiste du roman policier et qui avait fait une thèse sur Thierry Jonquet, immense auteur de polar français. Et on s'était rencontrés dans des concours de nouvelles. On faisait des short stories contest, des concours de nouvelles. Il y en a beaucoup en France. Et très souvent, c'est les mêmes personnes qui les gagnaient. Donc ça prouve peut-être quelque chose. Et c'est à l'occasion d'un de ces concours qu'on s'est rencontrés. Il avait eu le premier prix, j'avais eu le deuxième. Et voilà, et on a échangé. Et grâce à ce monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chambert, aujourd'hui, je suis là. Je pense que sans lui, je serais encore contrôleur des douanes françaises. Ce qu'a dit Melville à la fin de sa vie, il faut savoir que ces romans n'avaient pas de succès, n'avaient pas la notoriété qu'ils ont aujourd'hui. Herman Melville a fini inspecteur des douanes. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis passé de contrôleur des douanes à écrivain. Je préfère comme ça, même si à côté de Melville, je suis un Inde de plâtre, évidemment. Często jest tak w literaturze kryminalnej, że pisarze i pisarki, tworząc postać policjanta, zazwyczaj obarczają go wieloma problemami albo nałogami, na przykład alkoholowymi albo narkotykowymi. Ty poszedłeś w trochę inną stronę i dałeś swojemu bohaterowi takie dosyć nietypowe hobby, słuchanie specyficznej muzyki, czytanie poezji starożytnej, zupełnie na przekór, świadomie? Précisément parce que je voulais pas tomber dans les stéréotypes et les clichés du genre. Écrire des romans, enfin écrire de la fiction, c'est d'abord faire la guerre aux clichés. Et on connaît tous le stéréotype du flic alcoolique qui sort facilement son flingue, borderline, etc. Il y a des auteurs qui font ça magnifiquement. Moi, je pense à ce que j'appelle les deux Harry. C'est Michael Connelly avec Harry Bosch et Johannes Bö avec Harry Hole, où on a ce personnage de flic alcoolique, même pour Hole, qui prend d'autres substances, etc., qui est toujours sur le fil du rasoir. Et moi, avec Servaz, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire un personnage à taille humaine, assez finalement normal, dans lequel mes lecteurs puissent se reconnaître. Ils puissent avoir l'impression que ça pourrait être un ami, un proche, quelqu'un qu'ils croisent au coin de la rue tous les matins. Voilà, quelqu'un de profondément humain et finalement normal, mais en même temps avec des traits un peu élitistes. Effectivement, il aime la littérature, il a voulu être écrivain dans sa jeunesse, comme moi évidemment, et il écoute la musique de Gustave Mahler, donc oui, il est à la fois, il a ce paradoxe, il est à la fois quelqu'un de tout à fait normal, qui a le vertige, qui a
qui a peur de la vitesse, qui n'utilise pas son arme, et puis quelqu'un d'un peu plus élitiste. Il y a ce paradoxe chez Servaz, et je trouve que c'est ça qui le rend intéressant. Często powtarzasz w wywiadach, że bardzo ważna, o ile nie najważniejsza w książce jest pierwsza scena. Gdy tutaj stoimy w takich okolicznościach, że po twojej lewej stronie są łodzie i woda, a po prawej ktoś wyjmuje z samochodu jakieś warzywa, mógłbyś tutaj coś umiejscowić tak od razu, na pierwszy rzut oka? Oui, oui, c'est un décor qui s'y prêterait. Alors, en ce qui me concerne, hein, moi, mes romans, ça manque un peu de brouillard ou de pluie glaciale ou de neige fondue, voilà, quelque chose. Il fait trop beau aujourd'hui, il y a trop de soleil. Moi, je déteste le soleil, je déteste les vacances, j'aime le froid, j'aime la neige, j'aime la pluie. Donc il faudrait que ça soit un peu plus brumeux, un peu plus... Mais oui, on pourrait très bien trouver, évidemment, un cadavre immergé au fond du canal, enfermé dans un congélateur, entouré de cordes. Et en remontant ce congélateur à la surface et en l'ouvrant, on trouverait à l'intérieur un cadavre encore fumant. Et on pourrait en déduire que les gens qui l'ont jeté dans la rivière ont essayé de le brûler. Et comme évidemment un corps, ça ne brûle pas aussi facilement, hein, ensuite ils se sont décidés à le jeter dans la rivière. Donc c'est des assassins assez maladroits, ce qui donne déjà quelques indications sur les coupables. No dobrze, to początek twojej kolejnej książki już znamy, a tak już zupełnie serio, nad czym teraz pracujesz? Ah oui, j'ai déjà commencé le prochain, donc ça sera pour le suivant, si on en vient là. J'ai déjà commencé le prochain, ça sera un roman avec Martin Servaz, on va retrouver Martin. Je l'avais laissé en congé puisque on vient de publier en France un roman qui se passe à Hong Kong, qui parle essentiellement d'intelligence artificielle et de ces géants de l'Internet et de la téléphonie mobile chinois, qui sont les rivaux des GAFA américains. Donc j'avais laissé Servaz en congé, il en avait bien besoin après Sœur, après tout ce qui lui arrive dans Sœur. Mais là, je suis en train de le retrouver et je sais que mes lecteurs polonais comme mes lecteurs français adorent ce personnage. Et ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses, de voir cet attachement pour un personnage, parce qu'au fond, qu'est-ce qui reste quand tout le reste a disparu, quand on a tout oublié? Qu'est-ce qui reste? Ce sont les personnages. Si on a créé un personnage suffisamment fort, suffisamment vrai, c'est lui qui va rester. Cieszę się, że do niego nawiązałeś, bo chciałbym cię spytać, czy chodzi ci po głowie, żeby wysłać go na emeryturę, to taka wersja delikatna, albo na przykład w którejś z książek zrobić mu krzywdę, albo nawet wysłać na tamten świat. Ah oui, c'est toujours la même question. Au fond, combien de temps avec un personnage comme ça qui revient, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va le tuer finalement? Est-ce qu'on va s'en débarrasser? On connaît tous l'histoire de Conan Doyle qui avait tué Sherlock Holmes dans les chutes de Reichenbach, et devant le tollé général de ses lecteurs, qui a été obligé de le ressusciter dans des conditions un peu compliquées quand même, un peu tirées par les cheveux. Donc je ne voudrais pas tuer Servaz et ensuite être obligé de le ressusciter à mon tour d'une manière un peu incroyable. J'avoue que je n'ai pas de plan, de stratégie, de tactique comme ça. Je ne me projette pas sur 2-3 livres plus loin. Pour l'instant, je prends un plaisir immense à faire vivre ce personnage et à le faire grandir et évoluer, et vieillir aussi, puisqu'il vieillit. Mais je n'ai pas réfléchi à ce qui se passera demain et après-demain. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote concernant cet immense, peut-être le plus grand maître du roman policier, qui était Georges Simenon. Simenon, en 1935, voulait déjà se débarrasser de Maigret, du commissaire Maigret. Il voulait en finir avec Maigret. Et il a continué avec Maigret pendant toute sa carrière, puisque son dernier roman, je crois en 1976, était encore un Maigret. Donc on ne se débarrasse pas si facilement d'un personnage comme ça. No ale przyznasz, że jeszcze w takim razie, skoro o Simenonie mowa, sporo przed tobą, bo jednak to był bardzo płodny pisarz, więc jeszcze tych książek musisz trochę napisać. Oui, alors je suis un peu trop vieux pour... Je pense pas que j'écrirai autant de romans que Simenon. Simenon a écrit 103 Maigret et 117 romans, je crois, sans Maigret. Mais Simenon écrivait un roman en 12 jours. Moi, c'est plutôt 12 mois, donc j'aurais jamais le rythme
Et en même temps, c'est un auteur tellement immense, il a écrit une grosse poignée de chefs-d'œuvre. Il y a des adaptations cinéma et télé merveilleuses. Voilà, Simenon, c'est un géant, c'est un monument. Il était d'une productivité inouïe. Et dit-il, séduit, en tout cas, a couché avec plus de 1000 femmes. Je pense que je ne battrai aucun de ses records.